Bonjour à tous, bienvenue, sur, Passion Immo, nouvel épisode. Donc je vous remercie de m'écouter. Aujourd'hui, on va parler de crédit immobilier, extrêmement sensible s'il en est. On en a déjà un petit peu parlé lors du dernier épisode. J'avais consacré cet épisode au prêt à taux zéro, au nouveau prêt à taux zéro, sur lequel il y avait un certain nombre de choses à dire. Alors aujourd'hui, on va pas parler prêt à taux zéro, on va parler surtout quelle est l'attitude des banques en ce début d'année, même 2025, même si l'année a déjà quand même, elle est bien engagée. Alors, il y a plein de questions à se poser. On est dans un environnement quand même économique un peu tourmenté. Les banques n'ont-elles pas augmenté leur crédit, leur taux de crédit ces dernières semaines? Bah, la réponse est oui, hein, très clairement. Il y a une petite remontée des taux. Donc on va analyser un petit peu tout ça. Quelles sont les conditions, demandées par les banques en 2025 sur cette question du crédit immobilier? Les banques traitent-elles différemment un investisseur qu'elles ne le font avec quelqu'un qui veut financer de son habitation principale? Est-ce qu'elles exigent, en 2025, un apport, minimum? Est-ce qu'elles sont, frileuses sur le taux d'endettement ou est-ce qu'elles acceptent, éventuellement de dépasser le taux d'endettement et si elles le font, sous quelles conditions? Quels sont les atouts pour présenter un bon dossier, auprès d'une banque? Bon ouais, les questions ne manquent pas et j'en ai d'autres. Toutes ces questions, je les ai posées à mon invité. Mon invité, c'est Claudia Jambas, elle est courtier. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'ai déjà interviewé je pense, il y a une dizaine d'années à peu près, ouais, dans un tout autre cadre. Bon, moi, ce que j'aime bien chez Claudia, qui a fait une partie de sa carrière au Crédit Agricole, qui a ensuite, migré, côté, courtage, c'est ce que j'aime bien chez Claudia, c'est que c'est quelqu'un de professionnel, de rigoureux, qui a un discours extrêmement, clair, sur, toute la question du crédit, qui s'exprime sans langue de bois en plus et qui donne des conseils souvent avisés. Eh ben Claudia, c'est mon invité aujourd'hui. On va parler crédit immobilier. C'est le crédit immobilier dans tous ses états. On a beaucoup de questions à lui poser. Donc Passion Immo, épisode 113 avec Claudia Jambas. C'est parti. Claudia, bonjour. Bonjour Eric, merci de m'accueillir. Mais je t'en prie, alors tout le plaisir est pour moi, puis j'espère qu'il est partagé. Partagé. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ça fait longtemps qu'on Ouais, s'est pas vu en bien fait. sûr. Alors, ça va être l'occasion effectivement de faire le point, sur, la situation du crédit immobilier, voilà. Alors, il y aurait tellement à dire, voilà, on va essayer de concentrer un Bien petit peu, sûr. les questions et les sujets. On est tellement dans une situation, troublée, incertaine et cetera que, c'est vrai que aujourd'hui l'acquéreur, il se pose pas mal de questions. Alors moi, j'ai une première question, toute bête. Parce qu'on a vu que, fin mars, Il y a il quelques y a jours. quelques jours quasiment, il y a des taux qui ont commencé à remonter un petit peu. Alors selon toi, est-ce que c'est le signe que, ben, la parenthèse, de baisse des taux, elle est terminée ou est-ce qu'on s'achemine vers une reprise de l'augmentation des taux des crédits immobiliers? Alors je vais te dire Eric, aujourd'hui, je n'ai pas de boule magique, d'accord? Par contre, ce que je constate quand même depuis le début d'année, c'est exceptionnel. On n'a jamais connu depuis 10 ans une incertitude comme tu le vois. En fait, nous, moi j'ai l'impression que tout joue en 15 jours. C'est-à-dire qu'en fonction de l'univers un peu géopolitique, les taux vont évoluer quand même plutôt rapidement. On était sûr, on va dire pendant un mois, grosso modo, que les taux étaient stables. Aujourd'hui, en toute franchise, quand je commence une négociation, on va dire début d'un mois, en fait, j'ai l'impression que la deuxième quinzaine est plus compliquée pour négocier. Et ça, c'est pas un effet aléatoire, hein. On va dire qu'aujourd'hui, bah, il y a des indices boursiers, on n'en parle pas de ce matin, mais bon, qui sont pas forcément florissants. Tu as l'OAT 10 ans qui arrête pas de faire, on va dire, des vagues. Des Heu, yo-yo, ouais, c'est ouais. ça. Et donc en soi, moi les banques, je les comprends. Ils commencent un mois
mois avec une stabilité, du moins ils pensent être stables, on va dire, en donnant en fait leur indicateur de taux, sauf que courant du mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc tous les 15 jours, je on remet, on va dire, à zéro le compteur. Après, c'est pas, on va un indicatif qui va se stabiliser, hein. Moi, je ne pense pas qu'on va avoir une grosse augmentation de taux. Mais par contre, je pense qu'on va stagner pendant un petit moment vers les 3%, 3,10, 3,20. Là, aujourd'hui, j'ai des grilles de taux qui sont passées, bon, pour des profils un peu bancals, hein, mais j'ai déjà des grilles à 4, à 4%. Ça. Et j'ai pas forcément, moi j'obtiens, on va dire, régulièrement des négociations. Les négociations sont plus féroces parce que même si on a une grille, on va dire facialement à 3,40, on arrive, on va dire, en fonction des profils, en fonction des banques, à faire baisser à moins de 3%. Chose qui n'existait pas en 10 ans. On va dire, on connaît les marges des banques quand on nous envoie une grille de taux. Aujourd'hui, il y a plus trop de marge en fait. Ça dépend, on va dire quoi, du profil client. Et en effet, les taux ont augmenté pour 80% des banques. Mais complètement. Alors tu vois, moi j'aime bien quand quelqu'un me dit: «J'ai pas une boule de cristal», ça veut dire que c'est quelqu'un en général qui est sérieux et qui dit les choses, tu vois, de manière objective, sans, ben, voilà, sans vouloir annoncer, ce qu'on ne connaît pas. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on connaît pas. Alors juste une petite précision pour ceux qui nous écoutent ou qui nous voient. Tu as parlé de la bourse. Alors c'est vrai qu'au moment où on enregistre, c'est le Ouais. lundi 7 avril et il y a les bourses asiatiques qui ont ouvert en forte chute à -8% environ et donc les perspectives, je ne sais pas ce qui sera à la fin de la journée, mais Mmh. c'est pas très engageant, quand même. Bah, bien sûr. Alors ça n'a rien à voir avec les taux, hein, évidemment, Mmh. mais en tout cas, c'est pas Oui, très mais engageant, à ce niveau-là. et ça fait des ricochets, en fait, indirectement. Il y a toujours des ricochets qui arrivent plus ou moins tard, en fait, en fonction de cette bourse. Donc, bon, on verra, on va pas s'affoler parce que ça a été un peu le même cas, on va dire début mars. Compliqué. Bon. Bon, alors, effectivement, tu as décrit en quelques phrases, bah, une réalité qu'on voit. On voit qu'il y a des emprunteurs aujourd'hui qui sont plutôt du côté on leur propose plutôt du côté, des 4 en Mmh fait, mh. Mmh. voilà, et puis d'autres qui ont plutôt de bons dossiers qui sont en dessous de 3. Mmh. Je vais citer une banque, moi, comme ça, mais il y a la Société Générale, il y a quelques semaines, a proposé une offre, un petit Bah peu coup de oui. poing. Est-ce que cette offre, un petit peu coup de poing, c'était quoi? C'était une volonté à un moment donné d'attirer des clients, de faire vraiment une offre promotionnelle exceptionnelle? Ou est-ce que, pour ne parler que de la Société Générale, Mmh mh. elle souhaitait s'engager, sur le long terme, sur une baisse de taux et des propositions plutôt attractives? Comment tu as vu ça toi, cette Alors moi proposition? aujourd'hui, moi la société commerciale c'était quoi? Ça a été très commercial en fait sur la Société Générale. Après bon, ça fait partie des banques qui à ce jour ont remonté les taux. Pas forcément de manière significative, mais bon, du 0,10, 0,20 on va dire en fonction des profils. Donc, en effet, ils ont voulu capter du client. Ça a été bon, on va dire pour le marché du moins de local parce que au final ça fait un peu peur aux banques et c'est ce qui a permis en fait de réguler aussi les autres banques à des hauteurs on va dire, plus proches des 3%. Donc ça a été plutôt sympa, on va dire, dans les négociations. Après, voilà, ça pouvait pas tenir, on va dire, Mmh. parce que forcément, ils ont été surchargés de travail. Aujourd'hui, c'est pas parce que Société Générale a fait du 2,99, tout profil, tout âge, on va dire et tout bien, qu'on a forcément négocié qu'avec la Société Générale. Ça nous a permis, nous, en tant que courtiers, d'aller négocier avec les autres pour faire baisser sur des bons profils justement, les conditions de taux. Après, bon, Société Générale, voilà, a pas maintenu. On va voir ce qui va se passer sur les négociations futures avec les autres banques parce que forcément, elles vont bien se rendre compte que les petits concurrents ont aussi remonté. Donc ça nous arrange un peu moins dans les négociations futures. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui veut emprunter, en termes de voilà, pour une opération immobilière? Est-ce que tu lui conseilles, de préparer le terrain, en termes de produits qu'il détient, concernant, je sais pas moi, le fait qu'il faut qu'il soit un petit peu tranquille pendant quelques mois sur ses dépenses, et cetera? Qu'est-ce que tu lui dis? Comment En il fait faut arriver aujourd'hui, pour, bah, tenir un peu la dragée haute à une banque et avoir des chances, quand même de l'emporter.
En fait, aujourd'hui, tout se passe sur la négociation, en fait, la préparation de dossier en interne, d'accord? Bien en amont du projet. Moi, j'ai toujours un client, c'est trop tard quand vous venez me voir à la signature d'un compromis, quasi, d'accord? On arrive à négocier, on va dire, correctement, mais si on pouvait préparer chaque dossier 3 mois avant le compromis, ça serait fantastique parce qu'en effet, on va revoir, bah, les conditions, on va dire, de fonctionnement de banque, en fait, les habitudes des clients. On va aussi préparer le bon budget parce que des fois, il y a des clients qui se rendent pas compte, en fait, du montant d'emprunt et de l'échéance, indirecte que ça génère. Donc vraiment, en fait, on va, comment dire? Habiller un peu la mariée, en fait, c'est ce que je dis souvent, pour que, le jour où on dépose le dossier, tout soit prêt et tout soit correct pour avoir les meilleures conditions financières. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un, qu'un dossier client, moi, par exemple, je vais pas le présenter de la même manière à un Crédit Agricole, à une Caisse d'Épargne. Ils ont des langues différentes, en fait, ces banquiers, et ils n'attendent pas les mêmes clients, en fait, en face. Donc il y a vraiment une belle histoire, on va dire, à raconter pour que, on obtienne, bah, déjà les meilleures conditions, mais surtout l'accord financier, hein. C'est surtout, ça le nerf de la guerre, hein, aujourd'hui. C'est avoir un accord financier par rapport à tout ce qui est conjoncturellement bloquant, hein. Les 35 d'endettement, comment on va pouvoir, améliorer la chose, et si on dépasse, bah, quels sont les arguments en face qui nous permettront de rentrer dans les cases des possibles au-dessus des 35. Donc il y a vraiment, voilà, tout un environnement global, combien on a d'épargne avant projet, combien on aura après projet, combien on gagne. Moi, je vois trop souvent des clients qui me disent: «Bah, moi, je gagne 1 800 €». Non, c'est pas vous qui allez me dire combien vous gagnez, c'est moi qui vais vous dire combien vous gagnez. Parce qu'en soi, bah, il y a souvent des bonnes surprises. Pour 80 des clients que je reçois, ils sous-estiment leurs revenus. Sauf que Bon, ah oui, 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 ouais. Ils ils sous-estiment les revenus pris en compte au niveau bancaire. Donc moi, ça m'arrange pas, on va dire. Si je regarde pas le contrat de travail, les relevés de compte, les bulletins de salaire, en fait, tout ce qui fait, on va dire, comment on va pouvoir retenir les revenus, on se retrouve avec des calculs d'enveloppe qui sont moindres par rapport à ce qu'ils auraient pu prétendre réellement. Après, il y a qu'est-ce que tu veux emprunter, mais qu'est-ce que tu peux aussi emprunter? Donc il y a vraiment 2 notions, parce qu'il y a des gens qui peuvent emprunter bien plus et qui veulent pas forcément avoir un endettement, à la limite, et ça, je les comprends. On vit pas de la même manière, toi et moi, on va dire. On pourra peut-être pas assumer les mêmes charges en fonction de nos habitudes de vie. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération dans l'environnement global du projet, et la personne qui visite sans préparer, bah, elle a pas connaissance de tout ça. OK. Donc effectivement, ton premier conseil, c'est ça, c'est d'essayer de venir plusieurs mois avant, la concrétisation du projet et pas au dernier moment. Alors, comment on habille, la mariée? Comment c'est quoi? Il y a des trucs particuliers? Tu dis: «Oui, il faut habiller la mariée», mais il y a des trucs. C'est bizarre parce que c'est comme, je sais pas, c'est comme apprendre à nager, moi je le sais. D'accord? Enfin, D'accord, on va dire, c'est bizarre, mais en fait, sur l'analyse, des relevés de compte, par exemple. Si je vois, là, en ce moment, la mode, bah, les joueurs de poker, on a connu, maintenant, c'est des joueurs de cartes Pokémon. C'est des personnes qui vont acheter des joueurs, de foot sur PlayStation, et en fait, tu te retrouves avec des relevés avec des points un peu bizarres, un peu, voilà, où on se sent pas en confiance, en fait, hein, sur les relevés de banque. Donc déjà, il y a des habitudes comme ça, mais la personne qui a l'habitude de le faire, elle va pas penser à mal, en fait, en le faisant, et elle va trouver ça normal. Sauf que avec du recul, en fait, tu te rends compte que, bah non, arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ci, parce que là, bon, ça fait un peu trop de points, bizarres. Quand on commence un mois, on va dire, à moins 200 € ou même à la limite, et qu'on vient d'avoir le salaire, bah, moi, je le vois, en fait, ces choses-là. Mais le client, il se dit: «Bah non, je suis toujours dans mon autorisation, il y a pas de souci». Voilà, c'est des petits points, on va dire, mais alors pour prendre cet exemple, Claudia, tu dis aux gens, «Arrêtez d'acheter, je sais pas moi, des skins Fortnite pendant 3 mois, ouais. arrêtez de jouer, de faire des paris sportifs, pendant 3 mois». Concrètement, tu vas jusque-là dans certains cas? Ouais, je suis désolée, mais oui, ou arrêter de traîner tous les bars de la place en une soirée, par pitié. Mais en soi, voilà, quand je vois, on va dire, la Jamaïque chez nous, pour pas les citer, et tout ça, et on enchaîne, on va dire, tous les bars de la place sur une soirée, on arrive à claquer 200-250 balles de carte. En effet, en fait, c'est un côté, on va dire, où le banquier va regarder. Après, il y a des astuces, en fait, pour habiller la mariée. Ah, au lieu de payer par carte, bah, retirer du cash. Ça se verra pas. Enfin bref, le Ouais, PayPal est notre ami. Enfin, tout ce qui se passe par PayPal n'a pas de vision. ouais.
Mais alors ça veut dire que en fait, tu es en train de nous expliquer que le banquier va avoir, peut-être moins confiance à l'égard de quelqu'un qui a claqué 200 € dans une soirée avec des bars, qui s'enchaînent sur une carte bancaire? Ça peut avoir un vrai impact sur une étude Ça de dossier? Bah, bien sûr, et ça dépend de l'interlocuteur que tu vas avoir en face. Parce qu'il y a tout. Il y a le petit jeune qui va se retrouver dans cette gestion, qui va trouver ça normal, voilà, mais il y a aussi des chocs de génération. On va pas se retrouver avec tout le temps le même interlocuteur, et c'est ça, moi, des fois, par expérience, j'ai un dossier qui va partir dans une banque avec une conseillère, avec des habitudes, je me dis: «Oh là là, ça passera pas». Voilà, mais par contre, si je me retrouve avec un autre conseiller, je dis: «Oh bah, c'est bon, tranquille, ça va bien se passer». Voilà, et Mmh. c'est toute histoire d'interlocuteur en face aussi. Mmh. Mmh. Comment on va pouvoir soudoyer, ou du moins de se dire: «Oh bah, lui, bon, ça va aller mieux». Parfois, je vais demander un interlocuteur spécifique sur un dossier, et pas forcément, voilà, Oui, parce que tu sais la que même ça personne. passera mieux avec un tel que, C'est avec, ça. tel autre. Ouais, c'est Ouais. la stratégie de guerre. C'est ça. Oui, Ouais. mais alors d'où l'intérêt de travailler quand on est, potentiel emprunteur, de travailler avec des courtiers qui ont un peu de bouteilles quand même Ouais, et qui c'est ça. connaissent bien, l'environnement sur lequel ils interviennent, Bah, c'est je ça. suppose. Tout est histoire d'interlocuteur. Ouais, vraiment, de banquier, de normes, OK, ça fait beaucoup. Mais en effet, quand on connaît quelqu'un qui arrive à faire passer des choses, on va dire, un peu exceptionnelles, moi, je me suis vue, bon, faire passer des dossiers à plus de 100 d'endettement. Je devrais pas le dire ça, mais c'est parce que j'avais trouvé la bonne personne, qui savait appréhender le dossier, qui était très bon en soi. Mais par contre, ça respectait aucune règle de base. Mmh. Alors justement, on va parler un petit peu du taux d'endettement. Le taux d'endettement aujourd'hui, c'est 35, assurance comprise. Bon voilà, la règle est comme telle. C'est une règle sur laquelle, on a les pouvoirs publics ont donné une certaine souplesse puisque voilà, bon, sans aller dans le détail, parce que la règle elle est un petit peu plus compliquée que ce que je vais expliquer. Sur en gros 20 des dossiers, les banques peuvent déroger en fait à ce principe. Mais on constate un truc, je sais que c'était les chiffres l'année dernière, que finalement les banques ne profitaient pas à plein de ces capacités de dérogation. Bon, c'est toujours le cas. Les banques sont un peu frileuses quand même de dépasser les règles classiques de taux d'endettement, de reste à vivre. Comment toi tu le vois, En fait, ça cette question? dépend vraiment des banques. Parce que vraiment, on a des banques qui jouent le jeu, hein, qui sont capables de, comment dire, de dépasser ces règles, mais sous certaines conditions. On va dire, on va pas pouvoir cumuler plusieurs points gris en dépassant, en fait, les 35 d'endettement. Là, encore la semaine dernière, je vais te dire, j'ai fait passer un dossier à 42 d'endettement. Mmh. Mais qu'est-ce que le profil, c'était bon, des gens, on va dire, qui gagnaient, bien leur vie, quoi. On va dire, il y avait un couple à 3 500 € de revenus. Par contre, ces petits jeunes, ils avaient 24 et 25 ans, et ils avaient une épargne avant-projet de 150 000 €. On a mis 60 000 € dans le projet, on a 42 d'endettement, ça n'affole personne. Mais en fait, ça dépend, en fait, de tout ça, et après ce que je constate quand même au niveau des banques, c'est qu'il y a des banques, qui vont réserver, en fait, cette capacité des 35 à leurs propres clients. Ah D'accord? oui, d'accord. Ou, on va se retrouver, des fois bloqué parce que bon, en effet, il y a des banques qui vont utiliser leur quota, mais après c'est un peu la roulette russe. C'est qui a pas mangé son quota, au-delà de l'endettement? D'accord? C'est là, on va frapper à la porte: Est-ce que tu veux bien, en fait, manger cette marge?» Parce qu'en effet, si c'est c'est en fonction pas de nombre de dossiers, mais par rapport à l'encours de crédit, hein, octroyé. Donc forcément, si un conseiller, une agence, parce que ça se passe par agence, ont mangé leur enveloppe octroyée, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un financement, je sais pas, d'1 000 000 de millions d'euros, on va dire ce mois-ci, bah, ils pourront pas octroyer, on va dire, une enveloppe supplémentaire, même si le dossier est bon. Donc, et je pense qu'il y a ce côté un peu de peut-être de peur, je sais pas, je me mets à la place de banquier, qui attend peut-être un dossier qui en vaut plus la peine, on va Ouais, dire, que celui-ci. Des fois, je l'appréhende un peu plus comme ça. Mmh. ouais, ouais, Donc ouais, c'est vrai ouais, que les bons dossiers auront plus de chances de passer au-delà des ouais. 35 que, le dossier, standard. Ouais, mais donc tu es en train de nous expliquer que oui, il y a possibilité que la banque finalement, non pas ne respecte pas parce elle a le droit, hein, de ne Bien pas sûr. respecter, ce taux d'endettement à 35. Elle a le droit de voir d'autres éléments, mais que si on veut, monter un dossier sur lequel le taux Mmh. d'endettement, va être dépassé, faut qu'on soit bon sur Mmh. autre chose à ce moment-là.
C'est ça. Moi, le petit jeune, qui gagne pas forcément bien sa vie, qui a 2 000 € de côté, déjà bon, on n'y arrive pas forcément, hein. Il faut vraiment quasi avoir, pour, les frais de notaire en épargne, je dis pas en apport, hein, c'est pas encore obligatoire d'avoir de l'apport sur un projet, hein, faut bien le savoir, on arrive à les faire passer sans. Mais par contre, en fait, s'il dépasse, j'irai pas, en fait, sur le dossier. Et moi, j'aurais plus de mal, à part s'il a un profil un peu évolutif aussi. Par contre, ça peut se défendre. C'est-à-dire, par exemple, les fonctionnaires, on va savoir, en fonction des grilles de taux, qu'ils ont des évolutions progressives. En fonction de l'employeur, voilà, si c'est un grand groupe, on sait aussi, pareil, qu'il a des potentiels. La personne qui arrive en fin de carrière et qui a 40 d'endettement, là, ça va être compliqué à vendre, hein. Il y a aussi la retraite par par la suite qui va impacter et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une analyse globale, on va dire, sur le long terme, moyen terme, par rapport à ce qui voilà, c'est ça qui va déterminer le fait, est-ce qu'on va y aller au-delà des 35 ou non? Mais là, tu veux dire que si on n'a pas la capacité à Ouais. financer, les frais de notaire par son épargne, c'est quand même compliqué, de toquer, à la aux banques pour avoir un Mmh. non? Parce que franchement, je fais passer, on va dire, à peu près, ouais, peut-être 70 des dossiers sans apport, quoi, on va dire, ou pas l'apport, total des frais, en fait, de notaire. D'accord? Aujourd'hui, Encore en aujourd'hui. 2025, Ouais, tu fais passer beaucoup de dossiers sans apport personnel. ouais, sans apport, personnel, ouais, toujours. Après, ça limite, on va dire, les choix des banques. Parce qu'il y a beaucoup de banques qui vont fonctionner en fonction, on va dire, de garanties caution, hein, type crédit logement, des choses comme ça, qui imposent, en règle générale, l'apport des frais totaux pour pouvoir, on va dire, faire passer le dossier. Donc forcément, quand on n'a pas l'apport des frais, il faut pareil, au même titre que les 35 avoir d'autres gros avantages qui permettent justement de compenser tout ça. D'accord? Mmh. Donc c'est vraiment, ouais, ouais, c'est ouais, Ouais, mais c'est un en univers, fait en fait. oui, mais on est vraiment au cas par cas, quoi. Parce que Moi, il y a pas de dossiers, qui sont pareils, en fait. Moi, quand on me dit, moi, quand je vais en soirée: «Ah bah tiens, je gagne ça, j'ai ça d'épargne», je fais: Combien je peux emprunter?» J'en sais strictement rien du tout et ça dépend aussi d'un saut de charge. Enfin voilà, le mec, il est locataire, il paye 500 € et demain, il va payer 1 500, même si l'endettement, il est bon. Bah, le banquier, peut-être qu'il ira pas, hein, parce qu'il a pas prouvé la capacité d'épargne ou voilà, de pouvoir y arriver. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on prépare les dossiers aussi, hein, d'où anticiper les sauts ouais, de charge. on va parler un petit peu des investisseurs, c'est-à-dire, voilà, ceux qui souhaitent acheter un Ouais. bien pour le louer. On a vu que depuis un an, le nombre de dossiers d'investissement a chuté quand même, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup moins d'investisseurs, particuliers que, il y a encore quelques années. Alors selon toi, avant qu'on parle plus sur la manière de monter le dossier dans ces cas-là, est-ce que c'est parce qu'il y a une crainte, on va dire, plus globale sur l'investissement immobilier? Parce qu'on se dit: «Oui, il va y avoir des travaux, oui, je vais Mmh. peut-être me taper une interdiction de location dans quelque temps si le DPE n'est pas à la hauteur». Alors, est-ce que selon toi, c'est ça ou est-ce que c'est des banques qui aujourd'hui sont un peu plus frileuses de financer des investisseurs qu'elles ne l'étaient il y a encore Moi, je vois déjà, il y a 3 4 ans, on n'avait pas les mêmes investisseurs qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ceux qui investissent, c'est des vrais investisseurs. D'accord? Parce que avant, on avait, bah, monsieur et madame tout le monde, premier locatif, machin, tout le monde pouvait se lancer dans l'investissement en tant que tel. D'accord? en Aujourd'hui, imaginant parfois que c'était ultra simple en plus? ouais, et en fait, le truc, c'était l'effet des taux aussi, parce qu'on prenait peu de risques. C'est-à-dire que tout le monde cherchait, alors moi j'adore le principe de l'autofinancement. Ils ne comprennent rien du tout, mais c'est pas grave. C'est-à-dire l'autofinancement, il faut que l'échéance, selon la tête des personnes, soit l'équivalent, on va dire, à leur échéance future. On voit pas les charges, on voit pas les impôts, on voit pas ça, hein. Quand ils venaient, c'était ça, hein. Oui, mais Claudia, excuse-moi de te couper, c'est aussi des gens qui parfois ont été abreuvés d'un discours abusif sur les réseaux sociaux Bien sûr. sur ce sujet. Quand Ah, même, ah on oui, ah raconte oui. souvent n'importe quoi quand même sur cette Non, mais question. c'est sûr et ça fait peur parce que tous les petits jeunes qui sont venus me voir pour faire des calculs d'enveloppe, pour investir déjà sur leur, on va dire locatif avant d'acheter leur résidence principale. Je dis pas, ça peut se faire en fonction de certaines situations, mais par contre, est-ce que c'est un vrai conseil sur le long terme? Est-ce que ça va pas les bloquer plus tard sur leur résidence principale? Bon, je suis peut-être une ancienne banquière, je raisonne un peu comme comme ça, mais en soi, dans les faits, après, bah, ça peut être vite bloquant. Donc en effet,
On a peut-être moins d'investisseurs parce qu'il y a cet effet. On va dire qu'avant, l'immobilier d'investissement était accessible à tous, hein. Avant 2020, des gens s'en fichaient des 35 d'endettement, hein, quasi. Donc, on n'était pas impacté. Il y avait, la prise en cause encore du calcul sur le différentiel foncier, hein, pour beaucoup de banques, hein. Là, aujourd'hui, c'est vraiment très à la marge, hein. Je les cherche encore, on va dire, hein. Mais il y en a certains qui arrivent à le faire malgré, les choses qui ne vont pas. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'est que les investisseurs, en effet, ils ont peut-être un peu ils sont moins présents parce que c'était un peu le commun des mortels. Mais par contre, les vrais investisseurs, en effet, on va peut-être être plus bloqués par rapport à tout ce qui est normes, on va dire, les DPE, d'accord? Donc ça a mis quand même, beaucoup de mal aussi au niveau de l'investissement parce que bon, si le bien ne peut pas être loué, bah, forcément, le projet, rien qu'en tant que tel, ne devient pas viable. Moi, j'ai eu des clients, moi j'étais choquée, ils achetaient des 9 carrés, hein, ou à peine, tout en DPEG, pas de travaux prévus, mais on investit parce qu'il y a 4 studios à 100 000 €. Bah non, rien que sur le projet, moi, j'y vais pas du tout, en fait. Je veux même pas monter le dossier auprès de la banque. Donc il y a ces côtés-là aussi, réglementaires, voilà, géopolitiques, de l'univers qui a dû, Oui. Alors, là, tu vois, la discussion, elle est mmh, intéressante parce que tout ce que mmh, tu nous dis là depuis 2 minutes, en fait, 2-3 minutes, tu nous parles pas ni de crédit, tu nous parles pas, de financement, tu nous parles projet immobilier lui-même. Et moi, ma question justement, est-ce que le banquier, par rapport à un investisseur, eh ben, il va examiner des éléments de qualité de l'investissement immobilier? Est-ce que la personne investit dans le bon quartier? Est-ce qu'il y a une demande locative? Est-ce que le banquier regarde ces ah bah, éléments-là? bien sûr. Moi, j'ai eu un dossier encore là, j'ai mis longtemps à le sortir, hein. Faut excusez-moi mes pauvres clients, 6 mois. 6 mois à sortir ce dossier qui était bon. Parce que moi, j'avais des gens qui gagnaient très bien leur vie, il y avait beaucoup d'épargne, mais ils achetaient, soi-disant, donc en SARL familial, je sais pas si tu vois? Donc voilà, SARL familial, mais c'était pas un bien patrimonial pour le banquier. En fait, on était sur de la colocation dans un immeuble à Raymond Poincaré qui donnait pas envie, patrimonialement parlant, en fait. Mmh. Et oui, mais la rentabilité était là, tout était là, les voyants étaient au vert, il y avait de l'épargne. Mais en effet, les banquiers vont attacher, on va dire, beaucoup d'importance au bien en lui-même, hein, au niveau du financement, hein, de l'investissement. Parce que est-ce que, les travaux que vous allez réaliser après, on va dire, acquisition, rendra aussi, bah, le bien à valeur, sur le marché avec travaux équivalent à ce qu'on va acheter. Il y a vraiment cette notion, on va dire, d'investissement global et de valeur patrimoniale après projet. Et après, Ouais. il y a les difficultés aussi, bah, des clients qui veulent investir et qui ont pas forcément les reins solides avant projet. Parce qu'on voit, on va dire, investissement, rentabilité, mais on voit pas quand ça se passe mal. Carence de locataires, détérioration et ainsi de suite. Donc, voilà, moi j'ai du locatif, hein, mais c'est vrai que des fois, on peut avoir des petits coups de chaud, on va dire, hein, sur du locatif. Ouais. Ouais, donc finalement, le banquier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas que de la dimension purement financière. Il connaît son marché, il connaît la ville, je suppose, dans laquelle, le projet va se monter et il est Mmh, capable d'avoir cette appréciation purement, mmh. immobilière, en fait, du dossier. Ouais, ah oui. C'est Mmh. regarder, le bien, il est tout beau. Bon, on a une note énergétique en G, donc là, il fallait que je contrebalance, mais en effet, j'ai mis en avant le quartier, la valeur locative, la valeur du bien futur, le peu de travaux à réaliser pour avoir une note énergétique correcte. Et en fait, je vais attacher, on va dire quasiment la première partie, on va dire, de ma présentation sur le bien lui-même. Moi, je mets des photos des biens. Voilà. Ah oui, sur le Sur ma dossier, tu vas présentation, pré mais bien sur ta sûr. présentation, ouais. Ouais. Sur ma présentation, j'ai envie de voir, voilà, leur montrer, est-ce que le bien il est beau? Est-ce il a rénové ou des petites choses comme ça, que ça soit sur de la résidence principale ou sur de la résidence locative. Alors justement, tu as un peu répondu, Mmh, à cette interrogation. Quand tu mmh, vois arriver un dossier qui est celui d'un emprunt pour acheter sa résidence principale et que tu vois arriver un autre dossier qui est plutôt un achat pour du locatif, mmh. est-ce que tu as une approche, une analyse différente? Et est-ce que tu vas avoir des exigences qui ne sont pas les mêmes? Et si c'est le cas, lesquelles?
Ouais, bah, je vais sur du locatif, je vais être un peu plus stricte, hein. Parce qu'on sait quand même, mine de rien, on en parlait au niveau des banquiers, ils sont quand même un peu plus regardantes, hein, et au niveau de l'endettement, c'est beaucoup plus compliqué de les faire passer dans les normes. Donc forcément, on va dire, si on dépasse, bah, par exemple, le taux d'endettement des 35, on a moins de marge, en fait, hein, en tant qu'investisseur pour les faire passer au-delà. Donc moi, il me faudra, bah, des bons revenus, une gestion exemplaire de compte, des crédits, on va dire raisonnablement supportables et de l'épargne avant projet. Et en effet, là, dans ce cas de figure, moi, je préfère passer un dossier vraiment avec apport et avec des durées plutôt raisonnables. C'est-à-dire qu'un investissement locatif, on peut le faire passer sur 25 ans, mais il faut beaucoup de voyants en vert, hein, pour le faire. Mais moi, je préfère essayer de le faire passer sur 20 ans au grand max et 15 ans idéalement, pour rentrer dans les cases de toutes les banques, que personne me mette, on va dire, un un petit scud, hein, parce que du coup, on n'est pas sur la bonne durée, hein. Les banquiers restent toujours attachés à leurs 15 ans sur du locatif. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à trouver cette logique, surtout quand c'est un jeune investisseur, mais ma foi, des fois, il y a des règles qui me dépassent. Mais bon, Ouais, voilà. mais c'est-à-dire parfois, il y a une sorte d'environnement, culturel Ouais, c'est bancaire, tu ça. vois, qui est figé sur un certain nombre de choses mais ça, c'est propre à tout métier, hein. Quand je dis ça, je vise pas particulièrement, tel métier. Ouais. Si c'est quoi les principales erreurs que tu vois, quand tu as des clients qui viennent te voir en disant: «Bah, Madame Jambas, je souhaiterais passer par vous, pour, que vous me décrochiez un prêt». Voilà, les deux trois erreurs vraiment rédhibitoires, qui risquent de plomber le truc. Alors, les au-delà de la gestion de compte, les frais bancaires, d'accord? Ça, c'est super important. Quand je vois moi, je la première chose que je fais quand je prends un dossier, j'analyse chaque ligne de relevé de compte. Mais chaque ligne, j'annote ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qui enfin bref, et surtout, ce que je recherche, bah, c'est les crédits. Est-ce qu'il y a trop de crédits, on va dire réguliers, ou plein de paiements en plusieurs fois? Ça fait peur, hein, au niveau des banquiers. Les commissions d'intervention, les avis tiers détenteurs, les rejets de prélèvements, on en voit encore. Le banquier, il va avoir cette logique de se dire, bah, si on n'arrive pas à payer les crédits ou les charges qu'on a habituellement, bah, forcément, pourquoi j'irais lui prêter de l'argent alors que je risque des rejets aussi sur mon crédit dans quelques mois. Tout Donc à ça, fait. déjà, c'est rédhibitoire. On rappelle juste que l'avis à tiers détenteur, c'est une Mmh, saisie ouais. d'un tiers sur le compte bancaire et qu'effectivement, oui, c'est un petit peu Ou problématique quand sur même. les bulletins de salaire. Alors sur les bulletins de salaire, ouais. Oui, mais alors On a qui vu des saisies n'apparaîtra pas aussi. sur le relevé de compte en tant que tel. Il atteint bah, oui, d'où l'importance de regarder les petites lignes du bas du bulletin de salaire. Mais le diable se cache dans les détails. Il faut tout regarder. Mais vraiment, moi, c'est pour ça que voilà, sans regarder tous les documents, je suis incapable de dire si un dossier passe ou pas. Donc déjà, Donc tu ça, c'est regardes la tout ça. c'est la première erreur, ne pas prendre en compte, en fait, ce saut de charge. En fait, le loyer actuel, par exemple, ou les charges actuelles de résidence principale, et de vouloir se lancer sur un autre projet plus important en termes de finances, hein, mensuelles, et de pas avoir anticipé et épargné l'équivalent, on va dire, de sa charge future. Ça, voilà, même si l'endettement, voilà, tout roule, grosso modo, bah, ça sera des points bloquants au niveau du financement. Après aussi, bah, au niveau du projet, ce qui peut arriver, c'est, sous-estimer justement les DPE, en fait, hein, sur le projet en lui-même. J'ai des gens, en fait, qui vont venir me présenter des dossiers en G et qui n'ont pas l'épargne ou les travaux, quoi, ou n'incluent pas les travaux permettant de financer. Donc en fait, en soi, si on est dans ce cas de figure, bah, il faut bien préparer et monter un dossier avec des devis travaux qu'on va financer dans le plan de financement. Parce que rien que sur le projet en lui-même, ça peut, porter préjudice, en fait. Il y a la gestion, on va dire, il y a le saut de charge qui est important et il y a le projet. Si je dois retenir, 3 choses, donc grosso modo, c'est la totalité du qui est important dans un financement. Alors tu vois, ça fait une trentaine de Ouais, minutes qu'on discute. On voit bien ici toute l'expertise, la connaissance, du courtier, hein, voilà, ce l'apport, la valeur ajoutée qu'il amène, dans tout ça. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont du mal à comprendre l'importance du courtier et peut-être davantage les honoraires qu'il va ouais, facturer? Évidemment, à un bien moment donné. sûr. Mmh, et en fait, il y a beaucoup, en fait, les personnes qui viennent pas nous rencontrer, je pense qu'ils comprennent pas la chaîne totale de ce qu'on fait pour eux, d'accord? Donc Ouais. ça, en fait, moi, beaucoup de gens, considèrent qu'un courtier, c'est qu'un taux. Je vais vous dire, moi, quand on vient me voir simplement pour un taux, c'est des dossiers que j'ai pas envie de faire.
Mmh. en soi, parce que je les ferai quasiment pas. Mmh. 80 des clients qui viennent me voir comme ça, on va dire, je vais mettre de côté. Mais s'ils comprennent mon intérêt, c'est-à-dire c'est un vrai accompagnement déjà avant projet, pendant projet. C'est-à-dire que quand on va négocier, faut le savoir, on va négocier assez rapidement. Moi, surtout dans la conjoncture où on est, je vais pas mettre 1 mois à sortir des accords de financement. Moi, dès que le dossier, c'est pour ça que j'aime bien qu'il soit prêt vraiment en amont et mis à jour régulièrement, compromis signé, demande de financement le lendemain, envoyée au niveau des banques, ce qui me permet d'avoir des retours assez rapides. Déjà, j'ai les premiers accords, on va dire sous les 7 jours, si c'est pas plus tôt, quoi. Accord, des fois en 45 minutes, hein, record du monde. Donc voilà, et c'est ça qui permet en fait pour nous d'optimiser, on va dire, les négociations, le temps, alors qu'un client lambda, bah, va déjà devoir prendre rendez-vous, devoir comparer combien de clients ont voulu faire les démarches et après se sont perdus, on va dire, face à la multitude d'informations, parce qu'il faut bien comprendre qu'un prêt, je sais pas, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne ou autre, dans leurs offres de prêt, les choses sont différentes. Contractuellement, c'est pas la même chose qu'on va signer d'un banquier à un autre, au niveau de la garantie, de l'assurance de prêt, et ça fait beaucoup d'informations pour le commun des mortels, en fait, à essayer d'intégrer pour pas se planter. Donc nous, aujourd'hui, notre plus-value, c'est d'aller comparer, négocier et accompagner au niveau des clients. Et forcément, on va dire en soi, on coûte des honoraires, mais ces honoraires, j'espère bien les faire gagner en négociation. Quand je vois des clients qui ont essayé déjà tout seuls ou faire des capacités, avoir vu proposer un 2, quoi, sur 20 ans du 3,50 et que j'arrive à 2,99 moi de mon côté avec la même banque, moi j'estime que le travail est fait malgré mes honoraires, on va dire. Et après, bah, de les accompagner jusqu'à, on va dire, la finalité et déblocage des fonds, accompagnement, rendez-vous banque. Donc en effet, ça fait beaucoup d'étapes, on va dire, sur lesquelles le client, il a simplement à donner des documents, d'accord? Et par la suite, bah, on le tient par la main jusqu'à la finalisation de son projet et avec, on va dire, une offre qui est sur mesure par rapport à sa situation où il aura compris les défauts de son offre. Aujourd'hui, je vois trop de personnes, Eric, moi ça me fait mourir de rire, quoi, du moins, mourir de rire, on va dire assez jaune, quand je vois qu'on s'engage sur 25 ans sur un crédit, que tout se passe de manière dématérialisée, qu'il n'y a pas un petit jeune qui regarde et qui lit ses offres de prêt. On va lire plus de temps les conditions générales de son contrat SFR qu'on va lire son engagement auprès d'une banque pendant 25 ans. Et moi, je trouve ça pas logique. Je vais prendre le temps, on va dire, de relire les offres et de leur faire comprendre, même s'ils vont comprendre peut-être sur un court instant, mais ils vont comprendre que je suis là même après, on va dire, le projet. Moi, souvent, j'ai des clients qui reviennent me voir. J'ai besoin de ça, est-ce que, voilà, on peut, voilà, on discute, je les conseille en fonction du financement. À chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, en fait, le réflexe, c'est de venir m'appeler, en règle générale. Soit je les aide, on va dire parce que j'ai les capacités, c'est un rapport à l'immobilier, mais si c'est pour un prêt voiture ou autre, je vais les conseiller aussi. Donc on devient un peu un interlocuteur, on va dire financier du quotidien, en fait. Dès qu'on a besoin de l'argent, il y a un petit réflexe qui se passe. Très bien. Claudia, je crois qu'on a compris largement l'intérêt de cet accompagnement. En tout cas, moi, je te remercie pour ton enthousiasme, toujours Ouais, intact, tu vois. ouais, Tu as toujours ouais. le même enthousiasme que la dernière fois qu'on Bah, c'est bon, c'est que le s'était vu. plaisir est là. Donc, c'est bien, c'est bien. Et puis, voilà. Et merci pour tes conseils extrêmement judicieux et pratiques. Donc, Eh ben, Claudia, parfait. merci et à très bientôt. Merci, à bientôt Eric.